Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard, ils abordent le sujet du féminisme et du machisme dans le contexte du milieu de travail. Daniel Ménard se demande si les rapports de force et les tensions liées à l'autorité peuvent être résolus ou s'il existe une solution à cela. Bernard de Montréal affirme que toute personne ayant un centre de gravité développé ne peut pas être soumise à l'autorité, à moins que cette autorité ne soit intelligente. Dans ce cas, la personne saura gérer cette autorité de manière créative ou choisir de la quitter. Il souligne également que l'homme évoluera vers une domination de l'esprit plutôt que de l'âme, et qu'une autorité sans contenu intelligent ne pourra pas être supportée indéfiniment. Daniel Ménard demande alors si avoir un centre de gravité signifie avoir les ressources nécessaires pour se créer un autre emploi ou changer d'environnement de travail. Bernard de Montréal répond que lorsque le centre de gravité se développe, il devient plus conscient et capable de vision interne, ce qui lui permet de partir d'un milieu de travail insatisfaisant sans inquiétude de perdre. Quant à la question de reconnaître l'intelligence de l'autorité de l'autre, Bernard de Montréal suggère que cela dépend de la capacité de l'individu à se placer dans le contexte de vie de l'autre et à composer avec son autorité ou à décider de quitter l'espace de travail. Lorsqu'il s'agit de composer avec une autorité, il est important de prendre en compte son propre centre de gravité. Chaque individu possède un niveau de résistance émotionnelle et mentale différent, ce qui peut influencer sa capacité à coexister avec une situation difficile sans en être affecté. Si une personne a un centre de gravité développé, elle sera capable de résister à une autorité non intelligente et de rendre la vie difficile à cette personne. En revanche, si elle n'a pas suffisamment de centre, elle sera plus susceptible d'être affectée et de subir les pressions d'une situation difficile. Un individu avec un centre de gravité développé ne commettra pas les mêmes erreurs psychologiques qu'une personne sans centre, comme chercher à imposer automatiquement son autorité et s'attendre à être reconnu sans reconnaître à son tour la relation employeur-employé. Une personne avec un centre de gravité est capable de perturber les énergies de l'autre, car elle ne se conforme pas au modèle psychologique typique. Il n'est pas possible de jouer avec sa survie. Lorsque l'on possède un centre de gravité, car ces individus n'ont pas peur de perdre. Ils sont quasiment intouchables sur le plan mental, émotionnel et matériel, ce qui les rend difficiles à manipuler ou à influencer. Une autorité non intelligente cherche souvent à créer des peurs et des tensions, mais cela relève de la manipulation. Un individu non intelligent dans son autorité n'est pas capable de reconnaître l'intelligence des autres, ce qui entraîne une absence d'échange et un égocentrisme surdéveloppé. Il est donc essentiel de tenir compte de son centre de gravité dans la relation avec une autorité et de chercher à résister aux manipulations et aux pressions afin de préserver son intégrité. Une personne dotée d'un centre de gravité, c'est-à-dire d'une grande résistance psychologique, émotionnelle et matérielle, est capable de résister à des personnes autoritaires qui cherchent à imposer leur volonté. Cependant, elle ne peut pas résister indéfiniment à l'inconscience de ces personnes, et finira par chercher un autre emploi ou une autre relation si elle se sent constamment agressée. Le centre de gravité se développe grâce aux expériences de vie difficiles qui permettent à l'individu de développer une grande résistance. Une fois qu'il a atteint un certain niveau de développement de conscience, il n'est plus intéressé à souffrir et mettra un arrêt à toute association qui lui fait du mal. Il est libre de ces associations tant qu'il ne souffre pas, mais s'il en souffre, elle doit mettre un arrêt. Dans une relation avec des personnes intelligentes, il doit accepter que ces personnes aient une autonomie dans leurs décisions, car un être centré est quelqu'un qui décide par lui-même. Un patron qui exerce son autorité doit aimer ses employés, sinon il les exploite et risque de les épuiser. Le respect est la manifestation de cet amour des employés. Dans notre société, il est encore fréquent que les patrons en Europe ne semblent pas aimer leurs employés, tandis qu'en Amérique, cela a changé en raison de l'influence des syndicats, notamment au Québec. Dans cette discussion, les participants abordent la question du respect et de l'autorité intelligente dans le contexte professionnel. Ils soulignent l'importance de laisser les individus prendre leurs propres décisions, même s'ils occupent des positions hiérarchiquement inférieures. Selon eux, l'exploitation se produit lorsque quelqu'un prend toutes les décisions et laisse à l'autre la simple exécution. Le respect de l'intelligence de l'autre implique de lui donner de l'espace pour prendre des décisions intelligentes. Il est également souligné que le respect est ressenti lorsque l'employé n'est pas poussé de manière injustifiée et lorsque ses efforts sont reconnus, indépendamment du niveau de responsabilité qu'il occupe. On insiste sur le fait que toutes les personnes ne cherchent pas à être en position de pouvoir, mais qu'elles recherchent surtout le respect et la reconnaissance pour leur travail.
Les participants soutiennent que les industries où il y a une relation conviviale entre les employés et les superviseurs sont celles qui sont les plus stables sur le plan humain et sociologique. Ils ajoutent que ce n'est pas le travail lui-même qui cause la souffrance, mais plutôt les relations de travail. Les participants concluent en affirmant que le respect et l'amour dans le sens de l'intelligence sont essentiels dans les relations professionnelles. L'interviewé, qui se prénomme Boulevard M, affirme que le principal problème dans le monde du travail est l'absence de reconnaissance et d'interaction chaleureuse entre les employés et les patrons. Il souligne que l'environnement humain, marqué par les conflits d'ego et la violence psychologique, peut rendre un professeur, par exemple, incapable d'aimer son travail malgré sa passion pour la profession elle-même. Il met en avant l'importance du respect dans toutes les relations d'autorité, que ce soit entre hommes et femmes, parents et enfants, ou employeurs et employés. Selon Boulevard M, le respect est la contrepartie mentale de l'amour, il est plus stable et durable que l'amour émotionnel. En ce qui concerne l'éducation, il estime que de bonnes relations entre les parents et un équilibre familial favorisent le développement du respect chez l'enfant, même s'il peut le perdre en grandissant en fonction des expériences de vie. Pour répondre à la question de savoir si le respect se renforce à partir de l'extérieur ou à l'intérieur de soi, cela dépend de chaque individu. Si un enfant grandit dans une famille où il y a du respect entre les parents, cela influencera ses propres attitudes et lui permettra d'acquérir naturellement le respect. Cependant, même si un individu est né dans une famille où le respect fait défaut, il peut tout de même développer le respect par le biais de l'interaction sociale et de l'habitude. Cependant, la constante universelle du respect se trouve dans l'esprit de chaque être. Si un individu a peu d'esprit à la naissance mais est exposé à un environnement familial respectueux, il peut développer le respect par habitude, mais il est possible qu'il le perde ensuite car cela ne fait pas partie intégrante de son esprit. En revanche, un individu qui a beaucoup d'esprit depuis sa naissance conservera toujours le respect. Le respect est une partie inhérente de l'esprit de chaque individu, et bien qu'il puisse être cultivé, il n'a pas besoin de l'être. Cependant, il est important de réaliser l'importance du respect dans nos interactions sociales, car cela nous permet de créer des relations humaines, d'enrichir notre avenir et de développer notre intelligence. Le respect est également étroitement lié à l'intelligence, et il est essentiel de contrôler nos paroles et d'agir avec respect lorsque nous nous exprimons publiquement. En conclusion, le respect peut être influencé à la fois par des facteurs externes et internes, mais il est fondamentalement ancré dans l'esprit de chaque individu. Cultiver le respect et agir avec respect sont essentiels pour entretenir des relations saines et construire un avenir épanouissant. L'auteur recommande de donner des conférences pour attirer des personnes intéressées par le dépassement de la pensée humaine. Il mentionne notamment l'exemple de l'avortement, soulignant que les lois et les autorités ont un rôle à jouer pour contrôler cette pratique. Il insiste sur l'importance de respecter la pensée des autres et de les prendre au sérieux, sinon on risque de les troubler plutôt que de les aider. Il affirme également que chaque individu possède un potentiel de respect à la naissance, mais qu'il est difficile de le développer sans un environnement favorable. L'éducation familiale est considérée comme une initiation à la vie, bien que la plupart des parents ne soient pas initiés eux-mêmes. Toutefois, l'homme de demain sera un initié, ce qui permettra aux enfants d'être initiés à la vie. Dans cette conversation, il est mentionné que les jeunes doivent reconnaître l'importance du respect dans leurs relations. Cependant, cela peut être difficile dans certaines circonstances, notamment dans les parties pauvres des villes ou des pays. Certains enfants développent alors une attitude macho pour se défendre, en essayant de faire la guerre à ce qui leur est opposé. Il est souligné que cela peut également être observé chez les femmes, qui cherchent parfois à dominer pour se libérer de l'oppression masculine. Selon l'auteur, ces attitudes sont souvent causées par un manque de respect envers soi-même ou envers les autres, ainsi que par des mécanismes de défense liés à la peur d'être dominé. Ces comportements sont en partie dus à l'orgueil et à l'insécurité chez les hommes, ainsi qu'à la vanité chez les femmes. Dans cette conversation, les deux intervenants discutent du féminisme et de la place de la femme dans la société. Ils soulignent que le féminisme est une réaction de la femme face à un passé de manque de respect et de valeur, mais qu'il est également influencé par sa souffrance intérieure. Ils mettent en garde contre le fait de perdre sa féminité en recherchant l'égalité homme-femme et soulignent l'importance pour les femmes de conserver leur nature féminine tout en exerçant des rôles sociaux ou professionnels importants. Ils concluent en critiquant certaines féministes qui se seraient trop durcies. Lorsqu'un couple travaille tous les deux et s'engage pleinement dans sa carrière, il peut y avoir des conséquences sur leur vie privée, notamment en termes de disponibilité pour les enfants.
La question de savoir ce qui est intelligent pour ce couple est donc complexe. Faut-il qu'un des deux reste à la maison ou doivent-ils tous les deux vivre cette réalité? Le problème vient avec les attentes de la société et les contraintes liées à la consommation et au statut social. La clé réside dans la créativité et la capacité à développer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle est important que les deux partenaires se créent des opportunités et trouvent des façons de se retrouver malgré leurs engagements professionnels. Le couple doit faire preuve d'intelligence créative pour trouver de nouveaux mouvements et dynamiques dans leur relation, afin de préserver leur qualité de vie et de ne pas sacrifier leur disponibilité pour la famille. Être intelligent professionnellement est une chose, mais être créatif et trouver un équilibre avec sa vie personnelle en est une autre. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal discute de l'importance de la créativité dans les relations de couple. Il explique qu'il est essentiel pour les deux partenaires de faire des choses nouvelles et de se renouveler pour éviter de rester bloqués dans leur travail. Il propose que les couples qui travaillent ensemble créent un mouvement parallèle intéressant qui leur permette d'explorer de nouvelles choses en dehors de leur travail. Il mentionne également qu'il n'y a pas de perte de proximité lorsque les partenaires sont séparés temporairement, car le fait de se retrouver crée une nouvelle dynamique. Il critique aussi la tendance à rester dans une routine et à ne pas chercher d'alternatives temporaires à son mode de vie habituel, soulignant l'importance de sortir de sa zone de confort pour apporter de la nouveauté dans sa vie. Bernard de Montréal conclut en racontant des anecdotes personnelles qui montrent l'importance de l'imprévisibilité et de la différence dans une relation. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal raconte une expérience où il a emmené une femme au parc et l'a poussée sur une balançoire, ce qu'elle a trouvé différent. Il aborde ensuite le fait que certains hommes utilisent des techniques de drague cliché en demandant le signe astrologique ou la profession des femmes. Il souligne que les femmes attendent également de la créativité et de la nouveauté dans leur vie amoureuse. Il raconte également une rencontre avec 3 femmes qui se plaignaient du changement chez les hommes, et il répond qu'il est comme ils étaient auparavant, ce qui les intéresse. Il conclut en disant qu'il est important de sortir des schémas et des habitudes, sinon on devient rouillé, et que la vie est faite pour être vécue pleinement et sans peur de perdre. L'intervieweur remercie ensuite Bernard de Montréal.